Donc on va continuer la lecture. Donc là on termine le chapitre 2. Voilà, on termine le chapitre 2 et puis je vous le mettrai en suivant, je pense, directement ou demain sur ma chaîne YouTube. Voilà, et donc je fais je fais des lives de lecture de livres de développement personnel. J'essaye d'en faire plusieurs dans la semaine, le plus possible, et on lit ensemble des livres. Donc vous pouvez voir, on a déjà lu beaucoup d'autres livres. Et donc plein de choses autour du développement perso, je pourrais vous en parler juste après. Alors on va commencer la lecture si ça vous va. Ce soir je vais faire un live pas trop tard. Donc vers 22h j'arrêterai le live. Mais hola, ¿qué tal? Voilà, donc j'arrêterai, on va vers 22h, 22h30, enfin un truc comme ça quoi. Desde la Parina 88. Ah, je suis pas très douée en espagnol, hein. Voilà. Ochento y... Comment on dit? Ochento... Je sais même pas comment on dit. Bon, bref. Alors, je continue la lecture. Donc, je vous remonte le livre, les dépendances affectives aimer et être soi-même. Vous devez rigoler derrière votre écran. Donc, Parina 88. 88. Ah, gracias. Si, voilà, c'est ça. Muchas gracias. Voilà. Donc, on commence. Donc, l'enfance de Marthe. Donc, Marthe, elle aussi, a connu une enfance très douloureuse. Séparée dès sa naissance de sa mère, atteinte de tuberculose, Marthe est placée en nourrice durant de longues années et n'intègre le foyer parental qu'à son entrée en école primaire. Là, elle découvre et assiste impuissante à la haine conjugale qui déchire ses parents. Marthe grandit dans cette ambiance délétère et tente de survivre tant bien que mal à cette guerre meurtrière. Ignorée par ses parents dans ses souffrances et la réalité de sa personne, elle a le devoir de se taire, de filer doux et de marcher droit. De cette ambiance lourde et explosive, elle garde un souvenir particulier lors du huis clos des repas familiaux. Mon père était assis à un bout de la table, ma mère à l'autre et moi au milieu. Soit personne ne parlait, mon père écoutant la radio, ma mère tendue, s'affairant à la cuisine, soit les hostilités étaient enclenchées et les attaques fusaient. Que se passait-il en vous ? Je ne sais pas, rien. Y a-t-il des sensations que vous pouvez retrouver ? Des sensations ? Oui, j'avais la sensation de ne pas exister et des boulets de canon qui me passaient au-dessus de la tête. Au fil de sa psychanalyse, Marthe égrène des souvenirs de son enfance et de son adolescence, qui tous témoignent de l'extrême dureté de ses conditions de vie. Un père cruellement indifférent à son sort, méprisant et rejetant les rares demandes qu'elle lui adressait, une mère aveuglée par sa rage et ses rancœurs, et un couple parental qui ne semblait uni que par la haine, qu'il se vouait et l'espoir vengeur d'être celui qui enterrerait l'autre. Ignorée par son père et investie par sa mère comme son propre prolongement, Marthe fut réduite à un statut d'enfant chose. Écorchée vive et contrainte à une position de soumission, elle est habitée par des sentiments haineux, ingérables et indicibles. Menacée par des vécus proches de la folie, Marthe se réfugie dans un fonctionnement de clivage et d'idéalisation, seul échappatoire qui s'offre alors à elle.
Elle concentre sur son père toutes les parts haïssables et mauvaises du couple de ses parents. Son animosité profonde devient ainsi pensable et trouve une cible vers laquelle se diriger. Je détestais mon père. J'ai passé une partie de mon enfance à imaginer différents scénarios possibles pour le tuer. Je ne suis pas passée à l'acte, non par remords mais par peur de me faire prendre. À l'inverse, elle protège sa mère de tout sentiment agressif en lui vouant un attachement indéfectible et un véritable sentiment de dévotion. Sacralisée, sa mère devient intouchable, inattaquable. Lorsque la conscience de la grande dureté de sa mère affleure trop à son esprit, au risque d'endommager son sentiment de dévotion, Marthe s'empresse d'annuler les aspects néfastes en invoquant, telle une incantation, la vie d'enfant et de femme sacrifiée de sa mère. Elle ponctue alors ses propos, réprimés de toute virulence, de qualificatifs compassionnels. « Ma pauvre maman n'a pas eu de chance » ou « La pauvre, la vie a été dure pour elle ». Réellement compatissante des malheurs de sa mère, Marthe s'y engouffre comme si seul ce lien était recevable dans son cœur et ses pensées. Réhabilitée dans le statut de victime, la figure maternelle redevient intouchable et inattaquable. Colère et agressivité sont par là même neutralisées, protégeant Marthe d'une crainte de représailles dévastatrices et d'une angoisse catastrophique d'abandon. Je n'osais pas me rebeller contre ma mère, ni exprimer ma colère. J'avais bien trop peur qu'elle ne s'occupe plus de moi, qu'elle me laisse. Elle pleure. Je n'avais qu'elle et sans elle, je me serais retrouvée complètement seule. Marthe adulte, une idéalisation nocive. Si le recours à l'idéalisation et à une loyauté sans faille a été, durant la jeunesse de Marthe, le seul moyen de lutter contre une angoisse de mort, la perpétuation de ce positionnement dans sa vie d'adulte a eu en revanche des effets nocifs. Sa loyauté indéfectible à l'image idéalisée de sa mère a notamment condamné à une longue réclusion toute forme d'agressivité en elle, y compris son agressivité saine et créatrice. Le contenu d'un de ses rêves est éclairant à cet égard. Je suis hors de chez moi, avec mon vieux chien, mais j'ai aussi un jeune chien, genre fox terrier. Le jeune chien agresse le vieux chien. J'essaye désespérément de l'en empêcher et de les séparer, mais sans y parvenir. Je me réveille sans avoir trouvé de solution. L'analyse de son rêve permet à Marthe d'en identifier le sens. Au fil de ses associations d'idées, elle relie « hors de chez moi » à « hors de moi ». Le vieux chien a sa part soumise et résignée, le jeune chien au mordant qui l'effraie, car confondu avec l'agressivité destructrice. Elle repère ainsi l'inhibition de son agressivité sous les traits du vieux chien, l'indifférenciation des formes d'agressivité dont le mordant assimilé à la violence, l'angoisse qui en résulte, et sa tentative de neutraliser sa part mordante qui néanmoins et heureusement résiste. Dans la suite de son rêve et de sa compréhension, Marthe note l'émergence en elle d'un côté mordant qui prend le dessus, sa sensation d'aller mieux et son impression de réorienter sa façon de vivre. Dans les mois qui suivent, Marthe ose reconnaître et exprimer ses sentiments de colère, notamment envers son conjoint. Ébranlée dans un premier temps par son agressivité audacieuse, elle constate dans un second temps l'absence de représailles et d'effets destructeurs en retour, et note même la survenue
d'effets bénéfiques. Bien que la perception en elle de sentiments agressifs l'inquiète encore, Marthe est cependant parvenue à se réconcilier avec le minimum vital de son agressivité, nécessaire à tout humain pour affronter et surmonter les épreuves, pour innover et aller de l'avant. Accepter l'agressivité. Le passage par un temps de désidéalisation, processus pénible mais fécond, réintroduit à la réalité de l'ambivalence de nos sentiments. L'accès à l'ambivalence permet à l'individu de se réapproprier son agressivité et d'en différencier les divers registres, allant du mordant, sain et constructif, à la violence. Intégrer cette différenciation est d'une grande richesse, celle de nous dégager d'une représentation tyrannique et réductrice de l'agressivité et par là même de nous rendre bien plus libres d'en faire bon usage. L'examen des liens fusionnels et d'idéalisation a mis en lumière l'existence sous-jacente d'une recherche de confirmation de soi ainsi que des tentatives d'évitement ou d'annulation de ressentis perçus comme trop négatifs. S'y cramponner activement signe la présence d'un état de dépendance excessive, non pas à l'être cher en tant que tel, mais aux bénéfices recherchés auprès de lui. Si dans ce type de lien, l'agressivité est apparemment absente, elle peut à l'inverse, dans d'autres modes de relation, occuper tout l'espace relationnel, au point d'apparaître comme le seul lien réel, investissable entre les partenaires. Nous ne nous situons plus ici dans le registre vivant de l'agressivité, mais celui de l'agression et ou des sentiments haineux. Donc je vous remonte le livre qu'on est en train de découvrir. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Bonsoir tout le monde, je regarde les commentaires. Coucou Elvis. Bonsoir tout le monde, coucou Coco, Luxury Glow. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui découvrent, etc. Voilà, merci. Voilà. Merci douceur. Et la douceur de ton, de ton pseudo. Alors je continue, donc vous voyez ici, on a lu, hop, alors je reviens un peu parce qu'en fait on avait lu une partie déjà la semaine dernière. Donc là on a lu la partie sur l'idéalisation. Donc vous voyez dans ce qu'on vient de lire, en fait l'idéalisation ça permet en fait de faire coller une image qui est fausse à la personne qui nous a fait souffrir. C'est d'idéaliser une situation, une personne. On va le faire par automatisme pour se protéger quand on est enfant, parce que là, par exemple, on l'a vu avec Marthe, si elle avait collé une étiquette à ses deux parents de personnes maltraitantes ou bien avec, disons, vraiment des reproches, des grands reproches à lui faire, voilà, là où on est vraiment sur de la maltraitance, elle aurait ressenti une absence de parents, elle aurait ressenti un abandon total et en fait, en tant qu'enfant, c'était pas possible pour elle. Donc elle a idéalisé sa mère, elle a idéalisé dans le sens où elle l'a placée comme victime du comportement de son père. Elle lui a trouvé en quelque sorte des excuses finalement à ses actions en tant que parent. Voilà, pas en tant que femme, mais en tant que mère, ce qui est différent. Voilà. Et donc là, on peut voir que quand on idéalise et qu'en plus de ça, donc on l'a vu pendant la lecture du chapitre, même la dernière fois, quand en tant que bébé et enfant,
on grandit avec une colère, une agressivité qui vient des parents et qui est vraiment très forte, très violente, on va finalement on va caler l'agressivité à quelque chose de traumatisant, à quelque chose de vraiment traumatique et qui n'est pas en fait quelque chose de sain. Alors qu'en fait, en tant qu'humain, tout le monde a le droit de montrer son agressivité parce qu'il n'est pas d'accord, parce que la personne est énervée, parce que ça va être sa manière de réagir pour poser ses limites aussi et pour s'imposer. Et donc là, on voit en fait que quand une personne ne s'énerve jamais, et en tout cas qu'elle le ressent de manière à, si je m'énerve, si je suis agressive, on va me prendre pour une folle. Si je suis agressive et que je commence à parler trop fort, à crier, cette personne-là va partir, va me laisser. Ou en fait qu'en face, on ne va pas avoir en fait un retour sain entre guillemets, et ben on va garder pour soi cette part d'agressivité saine et constructive et du coup ben en fait ça va créer un adulte qui ne s'énerve jamais et donc qui ne s'énerve jamais et donc finalement qui aura peut-être du mal à poser ses limites, qui ne s'énervera pas parce qu'il recherchera finalement quelque chose dans la relation, hein, le fait d'avoir la personne avec soi, par peur de perdre l'autre, elle ne s'énervera jamais. Et finalement, la question dans tout ça, c'est comment rééquilibrer le sens qu'on va donner au terme agressivité et à l'action d'être agressif. Voilà, et tout ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et on l'a vu là ici. Donc c'est l'ambivalence qui permet à l'individu de se réapproprier son agressivité, donc réussir à s'exprimer dans son agressivité, c'est-à-dire hausser le ton, dire que ça ne plaît pas, voilà, poser les choses, mais voilà, en se disant attention, si la personne dépasse mes limites, je sors un peu l'écrou. Voilà, c'est ça. Et là, on est sur quelque chose de sain et constructif malgré tout. Et on n'est pas dans quelque chose de violent, vraiment d'agressif, ou enfin, vous voyez, tout ce qui va être vraiment de l'ordre des insultes, frapper, hurler sur une personne, la mettre en soumission, voilà, toutes ces choses-là qui sont vraiment de l'ordre de la violence. Là, on est vraiment sur j'ai du mordant, j'ai du caractère, si tu me cherches, tu me trouves, mais de manière saine et constructive. Et en fait, souvent, quand on grandit avec beaucoup de violence, quand on grandit avec des parents qui sont vraiment dans voilà, le côté vraiment violent, ben, les enfants vont finalement associer le fait de s'exprimer vraiment avec ce côté-là comme quelque chose de néfaste, de mauvais, d'agressif, et donc ils vont finalement enterrer en eux cette partie d'eux qui fait partie de l'humain. Et voilà. Et donc la question, c'est comment rééquilibrer tout ça, quoi. Voilà. Donc dans ce type de lien, voilà. Et donc on peut voir petit à petit, Marthe a testé. En fait, déjà, il faut, on l'a vu, il faut accepter finalement, déjà dans un premier temps, se rendre compte du fait que on ne s'exprime pas comme on le souhaite quand c'est cette part-là de mordant, d'agressivité saine qui veut s'exprimer. On la renferme, on n'ose pas vraiment s'imposer parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas faire, parce que on n'a peut-être même jamais entendu le son de sa voix crier ou vraiment s'imposer. Donc déjà, c'est vraiment prendre conscience des choses et ensuite accepter que l'agressivité, ça peut être quelque chose de sain à partir du moment où c'est quelque chose c'est un comportement où on va être dans la communication et on va être dans finalement
un comportement qui est délimité. Voilà, qui est délimité par, comme on l'a dit, hausser le ton et mettre des limites en quelque sorte et s'exprimer de manière agressive sans forcément que ce soit vraiment violent. Voilà, et ensuite tester petit à petit son côté agressif, c'est-à-dire s'exprimer fortement, on va dire, et on se rend compte que en fait les personnes qui nous respectent et qui nous aiment vont accepter parce que c'est une manière de s'exprimer, quoi. Voilà. Donc j'espère que c'était clair. Je vais continuer la lecture. N'hésitez pas si vous voulez compléter, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, j'essaye de vous expliquer le livre. Mais bien sûr, vous êtes, si vous voulez, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire. Je regarde tous les commentaires. Merci beaucoup, Mozart. Ok, Elvis, je vais regarder. Merci, ok. Donc je continue. Donc là, on était sur l'idéalisation et maintenant on est sur la haine. Je te hais, mon amour. Le caractère implacable et dévastateur de la haine en trace une figure sombre, effrayante et coupable. La plupart d'entre nous tentent de s'en protéger, en évitant ou en fuyant son contact. Pourtant, tel n'est pas le cas de tous, et l'on constate même que certains sujets, habituellement gênés par d'importantes difficultés relationnelles, se comportent comme s'ils avaient besoin d'un partenaire à haïr. L'histoire d'Armand, homme de la soixantaine, en témoigne. Armand, ou la haine ordinaire. Dès son plus jeune âge, Armand perçoit sa grande difficulté à être en relation avec ses camarades d'école. Solitaire, silencieux et introverti, il reste le plus souvent à l'écart des autres et ne participe à des jeux que si on l'y invite. La constance de sa réserve et de son apparente placidité lui offre en retour une certaine neutralité bienveillante et explique probablement pourquoi Armand reçoit plusieurs fois et toujours à son grand étonnement le prix de la camaraderie. À l'adolescence, puis jeune adulte, son inhibition relationnelle ne fait que croître, particulièrement dans le domaine sentimental. Sa première et unique liaison avant son mariage est pour lui une véritable torture. Tiraillé par un attrait qu'il ne peut accepter pour une jeune femme et tourmenté par une angoisse irrépressible de ne plus s'appartenir dès l'émergence d'un lien affectif, Armand se sent profondément désemparé. Finalement, il fuit la relation en rompant tout contact. Il reproduit ce schéma dans sa vie professionnelle, où il veille à maintenir le plus de distance possible avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. La qualité de son travail lui vaut une reconnaissance professionnelle, certes. Cependant, sa frilosité relationnelle, épidermique, lui ferme l'accès à toute véritable promotion à la hauteur de ses compétences. Comme au temps de l'enfance, sa grande distance ne suscite cependant pas d'animosité et parfois même ne parvient pas à décourager la sympathie que certains lui manifestent. Mais dès qu'il est sollicité, dans un lien positif à l'autre, Armand se sent à nouveau envahi par ses angoisses, et lorsque la fuite s'avère impossible, il provoque alors le mécontentement, l'incompréhension ou le rejet. Lorsque je me suis retrouvée en longue maladie, mon supérieur hiérarchique m'a fait parvenir une belle grande boîte de chocolat. J'ai été incapable de lui transmettre mes remerciements ou de lui donner de mes nouvelles. À mon retour, il a essayé de comprendre les raisons de mon silence, mais j'étais paralysée et je n'ai rien pu répondre. Il s'est vexé et de ce jour, il a cessé de m'accorder sa sympathie. Au cours de la décennie de sa vingtaine, Armand mène une vie solitaire et ascétique, dans laquelle il reste reclus.
Son isolement, cultivé à des fins protectrices, ne lui procure cependant ni soulagement, ni plaisir, ni paix. Armand reste tourmenté par sa grande difficulté à être en relation avec la vie et les autres. Dans un sursaut vital et désespéré, il entreprend une psychanalyse. Mais face à son thérapeute d'abord, souvent installé dans un silence mutique, sa grande difficulté à penser et à dire en présence de l'autre, loin de décroître, s'intensifie. Il arrivait souvent que la séance se termine sans que je n'ai pu rien dire. C'est terrible, j'étais paralysée. Les idées me fuyaient, ma tête se vidait. Je ne savais plus rien. Souvent, une fois sortie du cabinet, les idées me revenaient et je me souvenais d'une chose dont j'aurais voulu parler. Puis, la séance d'après, ça recommençait. Mon esprit ne parvenait à rien accrocher et le silence de mon analyste me tétanisait. Il est arrivé parfois qu'il me dise quelque chose que je n'avais pas bien entendu. Je lui demandais alors de bien vouloir répéter, mais il ne le faisait jamais et je me sentais désemparée. À son tour, la relation psychanalytique devient une torture. Incapable de dire sa détresse et de reconnaître comme légitime son désir d'arrêter cette relation mortifiante, Armand prend la fuite. Gravement malade, il profite de sa longue convalescence pour couper tout contact avec son psychanalyste, aussi bien qu'avec son entourage familier et professionnel. Son retrait du monde et son confinement dans un univers clos recèlent alors pour Armand des vertus bienfaisantes et réparatrices. J'étais comme dans une bulle, à l'abri de l'extérieur et soulagée de tout ce qui me préoccupait. Surtout en ce qui concernait mes relations avec ma mère, mon ex-ami et mon travail. Je pouvais enfin me poser et récupérer. À son retour dans le monde, Armand reprend son travail. Quelque temps plus tard, il est muté dans un nouveau service où il fait la connaissance d'une femme envers qui il éprouve la plus grande méfiance, en particulier quant à ses qualités de cœur et d'esprit. Malgré tout, il se marie avec elle. Bien des années plus tard, lorsqu'il reprend sa psychanalyse avec moi, Armand s'interroge sur les motivations inconscientes de son choix conjugal. Voici dans un premier temps ce qu'il note. Très vite, j'ai remarqué qu'elle ne semblait pas appréciée par ses collègues. Elle était désagréable et assez agressive avec tout le monde. Les autres l'évitaient ou l'ignoraient et finalement, elle était assez isolée. Je sentais qu'elle avait des problèmes et j'ai eu envie de l'aider. Je ressentais un attrait pour elle, mais je ne me sentais pas amoureux. Elle non plus n'était pas amoureuse de moi. Elle m'avait même déclaré avoir le béguin pour un de ses collègues. Je sentais confusément qu'avec cette femme, j'allais au-devant des problèmes, que je ne pouvais pas me fier à elle et que tout cela pouvait se retourner contre moi. Son père m'avait même déconseillé de me marier avec elle en me disant qu'en cas de coup dur, je ne pourrais pas compter sur elle. En dépit de ses présages sombres, Armand persiste et signe. Dès leur première année de vie commune, les pronostics de la mésalliance se confirment. Les motifs de dispute et de mésentente se succèdent et s'accumulent. L'arrivée des enfants n'y change rien, bien au contraire. L'animosité et les attaques s'intensifient au point d'installer une ambiance particulièrement exécrable. Désormais, plus aucun compromis ni concession n'est accordé à l'autre, et tous les moyens d'agression sont bons pour se nuire. Dénigrement, mauvaise foi, accusation, manipulation, détournement, vol, etc. Les hostilités deviennent permanentes et la vie conjugale un enfer. Malgré le climat vicié et les rapports détestables et invivables du couple, la vie commune perdure pendant plus de 30 ans.
force est de constater que la haine conjugale, loin de désunir les époux, fut le ciment du couple. L'obstination aveugle d'Armand à se marier avec une femme qu'il n'aimait pas, pressentie comme dangereuse, et de vivre si longtemps à ses côtés une existence aussi détestable, parle de ce besoin d'un partenaire à haïr. Entré dans le temps de la retraite, Armand n'envisage plus de poursuivre ainsi sa vie. C'est à ce moment-là qu'il prend contact avec moi. Durant une grande partie de sa psychanalyse, Armand ne cesse de stigmatiser les comportements odieux de son épouse et en dresse un portrait particulièrement dépréciatif de femme sans scrupules, manipulatrice, usurpatrice, égocentrique, envieuse et simulatrice. En écoutant Armand, j'étais saisie par une figure machiavélique et haïssable qu'il dépeignait et qu'il dénonçait inlassablement. Dans l'attente, reconnaissait-il que justice lui soit rendue. Il s'agissait bien ici d'un procès qu'il engagera finalement en demandant le divorce, après plus de 3 décennies de haine implacable. Si le cabinet du psychanalyste ne peut se confondre avec le palais de justice, il n'en est pas moins vrai qu'y sont aussi rapportées des plaintes, soutenues des plaidoiries et menées des procès, ceux des cœurs et des âmes meurtries. Il s'agissait donc pour Armand et moi d'identifier le véritable objet et le réel destinataire du procès intenté par lui dans sa psychanalyse. Ces lapsus récurrents et insistants ont ouvert la voie. Ainsi, régulièrement, Armand, parlant de sa femme, prononce « ma mère » et réciproquement dit « ma femme » au sujet de sa mère. Au fil de son cheminement, émerge le constat du choix de sa femme à l'image de sa mère, non pas dans la similitude de leurs défauts ou vices, mais dans la part détestable de leur personne. Le dénominateur commun qui les lie inexorablement toutes deux réside en la représentation inconsciente chez Armand d'une seule et même figure haïssable et honnie. Le personnage abhorré de sa femme en masque un autre, celui de sa mère. Son exécrable femme était en quelque sorte le support externe de l'image détestée et intériorisée de sa mère. Ainsi, Armand avait-il déplacé sur son épouse sa haine originaire et indicible. J.G. Lemaire note à ce propos. Tout se passe comme si le sujet, encombré d'une telle charge de haine d'origine archaïque, profondément inconsciente, avait un besoin absolu de son couple pour y décharger cette haine. Alors je fais une petite pause, je vous montre le livre. Donc c'est les dépendances affectives, voilà, aimer et être soi-même, de Véronique Berger. Voilà, vous l'avez en lien dans ma bio. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez faire une capture. Donc je vais continuer la lecture, je regarde vos commentaires. Bonsoir tout le monde. Vous avez les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Donc Madame-du-bas succès. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez écouter les replays, si vous voulez suivre le livre, la lecture. Voilà, si jamais vous n'avez pas le temps de regarder un live ou voilà, que vous en loupez un, vous aurez tous les replays sur ma chaîne. Alors je regarde juste combien de temps il reste. Ok, donc il reste quelques pages et on a fini la lecture du chapitre 2 et donc on aura fini le live pour ce soir. Je continue. Haïr pour exister. 2 questions se posent alors. Pourquoi cette haine envers sa mère et pourquoi l'avoir si longtemps gardée intacte dans le secret de son inconscient ?
La haine d'Armand plonge ses racines dans le sentiment très douloureux de n'avoir jamais réellement existé aux yeux de sa mère. Officiellement aîné de sa fratrie, Armand ne l'est cependant pas réellement, puisque, précédé par un premier garçon mort-né, dont il ne découvrira l'existence que jeune homme, lors d'une révélation faite par son père à l'insu de sa mère. Le silence absolu de celle-ci sur ce petit frère mort et les circonstances de la révélation scellèrent définitivement entre Armand et sa mère ce secret. Ainsi endeuillée d'un premier enfant, elle met au monde un second fils, Armand, qu'elle semble avoir investi comme le simple prolongement du premier fils perdu, dont probablement elle n'avait jamais fait le deuil. Nié dans sa réalité de fils distinct et différent de son aîné, Armand dès sa petite enfance vit une grande blessure, celle de ne pas se sentir exister pour ce qu'il est. Cette perception perdure et s'installe inexorablement au fil de son enfance, puis de son adolescence et dans sa vie de jeune homme. À de nombreuses reprises, Armand témoigne de cette ignorance maternelle dont il a souffert. Ma mère n'exprimait jamais rien à mon égard, ni tendresse, ni mécontentement, ni intérêt. Petit, lorsque je lui posais des questions, elle ne me répondait pas ou à côté, comme pour me signifier sa volonté de m'ignorer. Je vivais son indifférence envers moi comme du mépris. J'ai fini plus tard par ne plus rien lui demander, sauf pour le strict nécessaire. Je me souviens d'une fois où j'étais terrorisée par un chien qui me tournait autour. Je la suppliais de faire quelque chose, mais elle continuait de parler avec une voisine sans prêter attention à moi. C'est finalement cette dame qui est intervenue. Le plus terrible pour moi a été le jour où ma mère est revenue de la maternité avec ma petite sœur. J'étais trop petit pour voir le bébé dans le landau. Je n'arrêtais pas de poser des questions à ma mère et de lui demander de me montrer ma sœur. Elle m'ignorait complètement, continuant de parler à ma tante qui était là aussi. C'était comme si ma mère ne me voyait pas, comme si elle ne m'entendait pas, comme si je n'existais pas. C'est une scène qui m'a beaucoup marquée et qui est restée gravée en moi. Cette terrible absence de la mère à son fils, indifférente à ses appels, se redouble par le déni de son individualité. J'ai toujours éprouvé une véritable aversion pour le lait et tous les produits lactés. Cela me lève le cœur. Malgré ça, ma mère s'entêtait à me mettre du beurre dissimulé sous les tartines de confiture ou du lait dans mon café. Résultat, bien souvent je partais à l'école sans avoir rien pu avaler de mon petit déjeuner. C'était insupportable. Je ressentais le même genre d'exaspération quand, à l'âge de 20 ans, elle me préparait encore des bouillies. Peu après, à peu près à cette même époque, une dame qui me gardait parfois étant enfant m'a confié le souhait de ma mère que je ne me marie pas et que je devienne son bâton de vieillesse. Cette révélation m'a figée sur place. Face à cette mère, imperturbablement cloîtrée dans le déni de son fils et de sa réalité, mère sur qui tout glissait et sur laquelle il n'avait aucune prise, Armand a intériorisé une figure maternelle toute puissante, tyrannique et monstrueuse. Par ailleurs, peu rassuré ni soutenu par un père colérique, parfois violent, souvent maladroit ou puéril, Armand se détourne de la présence paternelle ressentie comme non fiable, s'isole et se renferme de plus en plus. La haine, comme seule véritable force d'opposition et de lutte pour exister, sera son principal rempart face aux menaces d'effondrement et d'implosion psychique. La stratégie d'Armand, pour résister et combattre, s'est ainsi inconsciemment formulée : je hais, donc je suis. Une séparation impossible. Si
Si la haine a permis à Armand de rester debout et de maintenir de maintenir à distance l'inquiétante figure maternelle de toute puissance, elle s'opposait en revanche à toute vraie séparation d'avec sa mère. Par vraie séparation, on entend une séparation psychique, qui permet au sujet de se différencier et de s'éloigner de ses proches, sans pour autant éveiller en lui des sentiments d'insécurité, d'abandon, de frustration ou de manque. Pour cela, le sujet doit avoir fait, particulièrement durant l'enfance, l'expérience d'une relation suffisamment satisfaisante avec les siens, lui permettant de garder vivante en lui la présence de ce bon. À défaut, la personne reste dans une recherche incessante et insatiable de l'apaisement de ses attentes et de ses besoins inassouvis. L'amour libère et ouvre aux différents registres de la séparation nécessaires à la croissance et à l'autonomie de tout individu. À l'inverse, la haine enferme et ligote dans des décomptes sans fin de rancœur et de dépit. Elle empêche toute véritable séparation et débouche sur des ruptures fracassantes qui figent le passif et le passé dans une sorte d'intemporalité. Par le truchement de sa femme, substitut de la figure maternelle, Armand a perpétué sa haine originaire et l'a maintenue intacte en son fort intérieur. Pourquoi alors tant préserver ses sentiments haineux malgré l'inconfort et les tourments qu'ils causent ? S'établir dans la haine a permis à Armand, au temps de sa jeunesse, de faire acte de résistance et de défendre son droit à être. La perpétuer lui évitait de reconnaître son attachement indéfectible, douloureux et angoissant à sa mère. Au cours de sa psychanalyse, Armand repère l'existence d'indices signant la présence masquée de son attachement malgré son exécration manifeste. Il constate notamment sa grande difficulté à quitter sa mère et son attrait pour des femmes semblables à elle. Il en conclut : « Oui, c'est vrai, je suis resté très fidèle. » Renoncer à haïr sa mère signifiait renoncer à son désir très cher et enfoui au plus profond de lui de recevoir l'amour et la reconnaissance maternelle attendue depuis toujours. Ne pouvoir la quitter ou se tourner vers des femmes à son image maintenait intacte cette attente et évitait de faire le deuil de cette mère secrètement recherchée. L'amour est toujours incertain, la haine toujours sûre. Ainsi, dans les représentations inconscientes d'Armand, valait-il mieux encore garder sa mauvaise mère que de risquer de la perdre à jamais et de se retrouver définitivement seul au monde. Haïr la figure maternelle a permis à Armand de nier son attachement et d'éviter la prise de conscience de son angoisse de perte et d'abandon. Par le biais de la haine, il a mis à distance le lien de dépendance omniprésent à sa mère. La haine représentait ainsi un puissant mode de protection opérant à différents niveaux. Tel un terrain constitué de différentes strates sédimentaires, elle préservait aussi Armand de son amour meurtri d'enfant et, dans les profondeurs de son être, du sentiment désintégrant de la honte. La froideur, l'impassibilité et le mutisme maternel l'avaient convaincu du profond mépris de sa mère pour lui. La honte qui en résultait avait ainsi imbibé tout son être. Afin de se prémunir des effets dévastateurs qui en découlaient, haïr lui permettait de tenir debout, à la différence de la honte, productrice d'un effondrement intérieur. Cette solide défense a coupé Armand de ses émotions, dont il avait perdu la clé, et de tout véritable contact à l'autre. Haine et honte avaient figé son angoisse massive de dépendance. Plus rien n'était accessible, ni transformable. Au fil de son analyse, Armand est parvenu
à dégager et à identifier la présence enfouie en lui du sentiment, lourd et mortifiant, de honte. Cette remise en contact lui a permis de renouer avec le monde de ses émotions et de ses sentiments, puis d'accéder enfin au sens profond de ses comportements d'isolement. En mesure désormais de se séparer psychiquement de sa mère, de quitter sa femme, puis sa psychanalyste, Armand a réintégré le monde des vivants et de ses semblables. L'histoire émouvante d'Armand apporte un éclairage précieux sur la haine et certains de ses soubassements. Ce sentiment, en apparence particulièrement agressif, apparaît ici sous un visage essentiellement défensif. Haïr pour se préserver. Tel fut le mode de défense d'Armand contre la honte, le chagrin, l'interdit d'exister et, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, contre son angoisse de dépendance affective perçue comme éminemment dangereuse et nocive. À partir du sentiment de haine, d'autres mécanismes défensifs peuvent être en jeu. Haïr pour annuler tout sentiment de culpabilité, tout est la faute de l'autre. Haïr pour se protéger de sentiments envieux ou haïr comme moyen de distension. C'est ce dernier aspect que nous allons explorer avec la présentation d'une nouvelle expression de dépendance masquée et pourtant très prégnante. Alors, je fais une petite pause, je vous montre le livre. Donc, vous avez vu la partie sur la haine avec Armand. Je regarde les commentaires. Bonsoir tout le monde. Coucou Iman. T'as les replays des lives sur ma chaîne YouTube si tu veux aller voir, si ce livre t'intéresse. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, donc on a fait 3 lives, donc aujourd'hui c'est le 4e. Donc du coup tu as 3 vidéos si tu veux aller écouter le début de la lecture. Là ce soir on termine le chapitre 2. Donc si tu veux rattraper, n'hésite pas. En tout cas j'espère que tu vas bien. Voilà, que tout va bien. Et on a terminé, la dernière fois, on a fini Influence et manipulation. C'était le livre avant les dépendances affectives. Voilà, et le livre, vous l'avez dans mon lien en bio, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à cliquer. Alors, donc vous avez vu la haine. En fait, la haine, là on l'a vu chez Armand, ça a remplacé en fait son chagrin. En fait, ça a remplacé sa peur de perdre sa mère. Il a remplacé le constat qu'il faisait du fait que sa mère le niait dans son existence, refusait de rester avec lui, le mettait à l'écart. Tout ça, il a nié pour en fait remplacer ses émotions par de la haine. Et en ayant de la haine contre cette personne-là, contre sa mère, il gardait un lien, en fait. Parce qu'il y avait un ressenti, il y avait un lien qui restait avec sa mère. Et le fait de couper la haine, c'est ressentir, en fait, quand on balaye la haine, derrière, on va ressentir tout ce pourquoi on éprouve de la haine. Donc là, c'était le chagrin, la peur de perdre sa mère, en fait, qu'elle parte, de l'abandon, c'est la honte. Voilà, c'est tous ces ressentis que Armand pouvait avoir, qu'il ne souhaitait pas ressentir parce que c'était trop gros pour lui, surtout en étant enfant. Donc, il a remplacé tout ça par de la haine. Et en mettant de côté cette haine, finalement, il a pu reprendre conscience de la situation, ressentir à nouveau ses émotions, cette peur
d'éprouver cette peur d'être abandonné ou d'éprouver une dépendance affective, etc. D'avoir tous ces mécanismes-là pour redevenir lui-même. Parce qu'en fait, la haine, là, c'est vraiment un masque, c'est un comportement qu'il a utilisé pour cacher ce qu'il ressentait vraiment. Mais quand on enlève ce masque et qu'on comprend ce qu'on ressent, on peut plus facilement guérir. Parce que ce qu'on ressent, c'est le fait d'avoir vécu des choses et il faut aller guérir tout ça pour ensuite se reconnecter à soi et, et se reconnecter à l'instant présent en fait. Parce en ressentant de la haine, on ressent tout le passif qui va avec. Et le corps aussi le ressent. Donc forcément, voilà, l'impact est énorme, quoi. Voilà. Donc haïr pour se protéger des sentiments, voilà, donc c'est ça, envieux ou haïr comme moyen de distension. Voilà. Et voilà, et juste dernière chose, en fait, en enlevant la haine et en se rendant compte réellement de la situation, il peut plus facilement couper parce qu'en fait, la haine, il garde le lien en ressentant ça auprès de sa mère, mais en enlevant et en ayant conscience vraiment de la situation telle qu'elle est, c'est plus facile pour lui après de couper parce que c'est en pleine conscience de la situation et en prenant les bonnes actions pour lui. Et donc forcément, quand on prend conscience de comment est la personne, comment a été notre parent, derrière c'est plus facile ensuite c'est plus facile. C'est le début de la guérison pour aller vers un futur, un instant présent et un futur un renouveau au final. Voilà, donc je continue la lecture. Hop. Je vous remets le livre et je continue. Voilà, donc le livre, vous l'avez dans ma bio. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour écouter tous les lives en replay. Je regarde juste ce qu'il nous reste à lire. Ok, donc je lis tout ça d'une traite et puis on aura fini. Donc il reste voilà, quelques pages. 2, 3, 4. Voilà, une petite dizaine de pages et on a fini. Donc évitement du rapprochement et angoisse de séparation. Être ensemble est invivable, mais nous quitter est inconcevable. Les rapports haineux peuvent parfois occuper tout l'espace de la relation au point que vivre ensemble devient insoutenable. Cela est notamment repérable auprès de couples où rien d'heureux ni de bon ne semble partageable. Si d'aventure une telle expérience advient, l'instant heureux se trouve très rapidement s'aborder au bénéfice des ressentiments et des attaques. Tout se passe comme si seule la haine était partageable et l'amour indéfendable. Un climat délétère et invivable règne en maître, et pourtant les protagonistes demeurent inséparables, enchaînés à des liens tout aussi destructeurs qu'indestructibles. Le cinéaste Pierre Granier de Fer a magistralement décrit ce type de rapport dans son film Le Chat des années 70. Nous est contée ici l'histoire d'un couple, uni dans la haine jusqu'à la mort. Tout les oppose, tout devient sujet à suspicion et agression. Tout ce que l'un affectionne, l'autre le hait au point de le détruire, jusqu'à la disparition organisée par l'épouse du chat, tant chérie par le mari. Ainsi, rien ne les unit si ce n'est une haine inexpugnable, et cependant rien ne parvient à les séparer. Tous deux apparaissent sous la figure de jumeaux tout aussi antagonistes qu'inséparables. Chacun est à la fois ennemi mortel et allié indispensable de l'autre, au point de ne pouvoir survivre à sa perte. Diane et Gilda, ou l'entente impossible. Diane et Gilda,
cadres proches de la quarantaine connaissent une problématique comparable. Mariés depuis presque 10 ans, parents de 3 enfants, ils ne parviennent pas à se supporter. Chacun campe dans un arsenal d'accusations et d'attaques, ou se retranche dans une bulle proche de la coupure totale de toute communication. Dès les premiers mois de la rencontre, la discorde s'installe. Malgré la brouille, la décision du mariage est maintenue, de même que celle de mettre en route un premier enfant. Au fil des années, les conflits et les mésententes conjugales s'intensifient pour devenir le mode privilégié des rapports du couple. Pour autant, aucun n'envisage la séparation. Même la menace d'un divorce proférée par Gilda est demeurée lettre morte comme si son exécution restait invraisemblable et se séparer irrecevable. Enferrée et emprisonnée dans le paradoxe d'une vie commune, insupportable et d'une séparation inconcevable, Diane et Gilda tentent de trouver une issue en s'engageant dans une thérapie de couple. Ils me disent alors souhaiter parvenir à une meilleure entente, mais sans y croire. Bien qu'une certaine évolution personnelle se profile au cours de leur thérapie, le dysfonctionnement du couple semble cependant intangible. Force est de constater une résistance très puissante à s'engager dans une dynamique de séparation psychique. Inversement, tout rapprochement, toute possibilité de partage reste maintenue à distance. Même si au fil des séances, ils sont de plus en plus conscients d'un nécessaire travail de différenciation entre soi et l'autre, entre imaginaire et réel, entre monde intérieur et réalité extérieure, Diane et Gilda connaissent toutefois la tentation d'un retour aux automatismes d'indifférenciation. Et régulièrement, l'un attribue à l'autre des intentions, des pensées, des paroles négatives ou bien malveillantes qui ne lui appartiennent pas. Tout se passe comme si l'entité couple devait rester le lieu de dépôt du négatif et de la haine. Ainsi, lors de l'évocation de leur rencontre, Gilda énonce ce qui, chez Diane, lui a particulièrement déplu, laissant sous silence ce qui l'a attiré. J'ai tout de suite remarqué que Diane fumait et aimait boire de temps à autre. J'éprouve un certain mépris pour les fumeurs et autres intoxiqués de leur espèce. Ce sont des gens immatures et irresponsables. Cela m'a donc fortement déplu et je lui ai signifié qu'une relation plus poussée entre nous dans ces conditions n'était pas envisageable. Bien que Gilda note ensuite son étonnement de la prompte attitude de sa compagne à cesser de fumer et boire, son attention exclusive à ce qui l'avait rebuté reste néanmoins en surimpression, comme exprimant à son insu la prééminence du négatif dans son attrait inconscient pour Diane. Elle-même, de son côté, confirme cette particularité en laissant entrevoir la perspective de rapports de force et d'opposition à partir de ce qui l'avait attiré chez Gilda. Elle a senti qu'il l'obligerait à changer. Négatif et conflit semblent avoir ainsi été les ingrédients constitutifs du couple. Cette caractéristique s'imposera y compris au fil de leur thérapie, comme une constante dans le lien conjugal. Nous retrouvons ici un trait commun dans le choix de couple de Diane et Gilda avec celui d'Armand. L'impérieuse nécessité d'un partenaire sur lequel déverser rage, rancœur et agressivité haineuse. Pourquoi une telle nécessité pour Diane et Gilda ? 2 pistes se dessinent au fil des séances. Angoisse et dépendance. Tout d'abord apparaît le besoin absolu pour chacun de préserver certains liens de personnages familiaux, d'une hostilité inconsciente très vive. Dans ce sens, Gilda
c'est décrit dans un déni ou une annulation de ses sentiments négatifs envers sa famille. Diane s'en est protégée et maintenant inaccessible ses représentations et sentiments négatifs. Je ne ressens rien de spécial envers mes parents ou ma famille. Je ne perçois ni colère ni émotion particulière. Mais je me rends compte de plus en plus que je n'arrive pas à être en contact avec moi, mes sentiments, mes émotions, mes désirs. C'est comme si tout cela se trouvait derrière un mur et que je n'arrivais pas à y accéder. Par le choix inconscient d'un ou d'une conjointe dépositaire du négatif, la force de leur ressentiment des origines, profondément refoulées, se déchargeait dans la relation de couple, sans consciemment porter attaque aux figures parentales et familiales ainsi ménagées. Ce fonctionnement permet d'entrevoir combien la haine, loin de conduire à la rupture du couple, l'a au contraire structuré en lui conférant une véritable raison d'être. D'autre part, une seconde piste a commencé à poindre. La présence masquée d'une angoisse de dépendance rattachée à un vécu indifférencié entre soi et l'autre. Comme je l'ai indiqué, Diane et Gilda ont peu à peu pris conscience de leur fonctionnement symbiotique en couple, dans lequel prédomine la règle de l'indifférenciation. Ainsi, certaines séances offrent l'occasion de repérer combien les pensées, les représentations inconscientes, les ressentis, les interprétations propres à chacun sont confondus avec ceux de l'autre. Cet état de confusion, caractéristique de la fusion, produit et entretient des vécus très angoissants, tels que devenir une partie de la substance de l'autre, ne plus s'appartenir, être écrasé ou dévoré ou englouti, etc. Ainsi, un fantasme de dévoration se manifeste au détour de comparaisons imagées. Avant de rencontrer Gilda, j'ai connu d'autres hommes. À cette époque, je me doutais qu'il pouvait y avoir mieux. Vous savez, c'est un peu comme les plats culinaires. C'est peut-être mauvais comme à la cantine ou très bon comme dans les grands restaurants. La présence de cette angoisse de dévoration se traduit de nouveau à l'occasion de représentations graphiques de leur couple. Diane dessine une forme en croissant de l'une, représentant indistinctement l'un des deux. Dans l'autre est enclavé un cercle, représentant l'autre, comme avalé par une énorme bouche. Gilda trace à son tour 2 demi-cercles, accolés, et dont la partie commune est représentée par une ligne recouverte de zigzags. Dans le dessin de Gilda, les individualités ne sont pas non plus identifiées, chacun pouvant occuper indistinctement l'un ou l'autre des demi-cercles. Le point de contact entre les parts individuelles, unies dans un collage, figure une zone d'échec. Dans les associations libres de Gilda, à partir de son dessin, pointe à nouveau un fantasme de dévoration. Les zigzags lui font penser à des dents qui mordent. À l'occasion d'autres séances, des images d'engloutissement surgissent. Par exemple, tous deux dénoncent l'absence d'aide de l'autre qui non seulement ne répond pas à l'appel de détresse lancé par le premier, mais le laisse couler. C'est comme quelqu'un qui tombe à l'eau en plein océan et qui appelle à l'aide quelqu'un d'autre resté sur le bateau. Mais l'autre ne fait rien pour l'aider et même l'empêche de remonter à l'échelle. Celui tombé à l'eau se sent noyé, coulé par l'autre. Le lien d'indifférenciation et de collage unissant Diane et Gilda engendre, comme les évocations ci-dessus en attestent, des angoisses massives reliées à un vécu non identifié de dépendance absolue à l'autre. Tout le bien comme le mal, la vie comme la mort, dépendrait de cet autre tout-puissant. Face à cette angoisse de dépendance totale,
Chacun d'eux, alternativement ou conjointement, riposte par un mouvement de rupture totale. Brutal. Cela se traduit soit sous la forme d'une hostilité haineuse, soit sous la forme d'un retrait quasi autistique associé par Gilda à une forteresse imprenable. Ainsi, chacun oscille entre deux pôles, le désinvestissement total de soi au profit du partenaire dont tout dépendrait et le désinvestissement complet de l'autre au profit de soi afin d'annuler sa toute-puissance supposée. Cette oscillation constante répond à l'émergence d'angoisses propres à chacun de ces pôles. Surinvestir l'autre éveille une angoisse de dévoration ou l'engloutissement. S'en couper totalement suscite des angoisses de vide, de néant, de refroidissement. Dans ce mode de fonctionnement, Diane et Gilda se trouvent pris au piège d'un terrible paradoxe, celui de ne pouvoir être unis ni séparés. Ils se trouvent face à une double contrainte que Caillot et Descherff ont formulée en ces termes. Vivre ensemble nous tue, nous séparer est mortel. Bien entendu, patients et thérapeutes sont confrontés au cœur de la thérapie à ces contraintes, à la fois indissociables et inconciliables. Le travail thérapeutique particulièrement ardu a principalement consisté à tenter de les aider, à se joindre tout en introduisant un processus de séparation psychique. Une percée fut opérée par le biais d'un gros et lent travail de mise en lumière du règne de l'indifférenciation. Ce premier temps a permis de commencer à les introduire dans un processus de différenciation et de symbolisation. L'évolution la plus tangible a été un début d'accès au jeu, jusqu'alors enlisé dans un nous conjugal et familial. Ainsi, Diane a peu à peu ressenti le besoin et le désir d'une psychothérapie personnelle dans laquelle elle s'est engagée par ailleurs. Grâce à la thérapie ici, j'ai ressenti le besoin de me retrouver dans tout mon fouillis intérieur. Notre thérapie en couple m'a permis de faire émerger en moi ce désir. Cela a été comme un préambule, un marchepied nécessaire. Parallèlement, Diane constate que l'entente dans le couple n'est pas atteinte. Gilda confirme le caractère irréductible et inconciliable de leur mésentente. Cependant, tous deux s'accordent sur l'effet bénéfique de leur cheminement en couple. Diane. Notre couple, c'est comme une maison dans laquelle on se sentait très mal. Notre thérapie nous permet de vivre différemment l'intérieur de la maison. On s'y sent plus chez nous et plus seulement dans un milieu étranger et hostile. Gilda. Oui, c'est comme un champ qui était en friche. On a défriché et désherbé le champ et on peut maintenant accéder à la terre. Mais dans le sol, il y a des pierres sur lesquelles on bute et on va devoir enlever les pierres. Maintenant, pour continuer à avancer, il nous faut le faire chacun de notre côté. Nous nous sommes ainsi séparés sur un double constat, celui positif de leur individuation en marche et celui d'échec de leur relation toujours sous le joug d'une implacable mésentente. En effet, malgré l'émergence d'aspects clés de la souffrance conjugale, en lien avec une souffrance familiale, ce matériel riche d'élaboration fut laissé en jachère. Poursuivre cette voie d'exploration impliquait de se distancier du fonctionnement familial originaire, distanciation à laquelle ni Diane ni Gilda n'étaient encore prêts. Alors je vous remonte le livre, donc c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Voilà, hop. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous.
Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, donc je vous ai mis le titre du livre. Alors, donc là on va terminer la lecture, donc il ne nous reste que cette page et ce paragraphe. Et on a fini la lecture pour ce soir. Donc je finis, puis après on pourra en parler. Amour, haine, des visages trompeurs. Les différents types d'investissement de l'autre abordés dans ce chapitre, expression soit d'un attachement sans faille, soit d'une haine sans limite, traduisent au-delà des apparences la présence d'un état angoissant de dépendance à cet autre. Fantasmatiquement annulée ou gommée, la dépendance demeure masquée derrière le « tout est parfait » ou à l'inverse le « tout est détestable ». Ainsi, ne faire qu'un avec l'autre repose sur l'illusion d'un état de comblement et d'autosuffisance qui recouvre et esquive la réalité d'un état de dépendance. Sous les traits de l'adoration, l'idéalisation dissimule, elle aussi, un véritable lien de dépendance, nourri par la recherche inconsciente et avide d'une valorisation et d'une confirmation de soi auprès de l'être idéalisé. À l'inverse, même dans le même ordre, haïr l'autre peut constituer une défense solide contre la reconnaissance d'un sentiment d'attachement. Se manifeste ici le souci impérieux de se protéger d'une angoisse de perte et au fond de dépendance à l'être haï mais secrètement chéri. De même, les agressions haineuses, comme mode d'expression privilégié d'un lien tout aussi invivable qu'indissoluble, trahissent la présence masquée d'une angoisse de dépendance massive. La relation, placée sous le primat de l'indistinction extrême entre soi et l'autre, produit en effet une fantasmatique particulièrement anxiogène, celle des vases communicants ou des jumeaux siamois. L'un comme l'autre de ces fantasmes sont l'expression d'un lien indissociable et d'une dépendance absolue à l'autre. À l'inverse de celles présentées au chapitre précédent, les dépendances que nous venons de décrire sont avant tout niées ou esquivées. Cependant, leur négation ou évitement ne supprime pas pour autant leur réalité ni leur ampleur. Bien au contraire. Nous retrouverons au cours du chapitre suivant cette particularité dans d'autres modes de relation. Voilà, donc on a fini la lecture pour ce soir. Donc on a terminé le chapitre 2. Vous pourrez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube, donc Madame-Succès. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien dans ma bio, vous pouvez cliquer sur le lien Linktree et dessus vous avez ma chaîne YouTube et le livre, vous pouvez aller voir, le commander, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir peut-être les avis si ça vous intéresse, voilà. Vous avez tout dessus. Et donc le prochain live, je ne sais pas si ça sera demain ou mercredi, le prochain live, donc on lira le chapitre 3, Je ne dépends de personne. Donc je regarde juste, comme d'hab, je pense qu'on va lire la moitié du chapitre et on lira le chapitre en 2 lives, quoi. Voilà, puis il y a la conclusion en plus de la deuxième partie. Donc on verra, mais bon, c'est possible qu'on le lise en 2 lives. Hop. Voilà pour la lecture. Donc les dépendances affectives. Hop, je vais regarder tous vos commentaires. Donc bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur mon live lecture. Ici on parle de développement personnel. On parle de plein de sujets différents et on découvre ensemble plein de livres qui parlent de plein de choses différentes. Et en ce moment on est en train de lire, voilà, donc vous voyez celui-là sur les dépendances affectives.
Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir tous les replays. Voilà, alors je remonte. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à toutes, à tous. Bonsoir Boubacar. Désolée, en fait je lis toute seule sur le live. Mais après, bon, pourquoi pas un jour partager ça, mais pour l'instant, ouais, je lis toute seule. Et surtout qu'en fait, je lis les livres en entier au fur et à mesure des lives. Donc, voilà. Hop. Voilà. Voilà, merci au Rafara. Bonsoir Ginger Gold, bonsoir tout le monde. C'est pas encore dispo sur YouTube. Quand je vais pas tarder à clôturer le live. Je vais rester jusqu'à 22h. Donc encore 15 minutes à peu près. Et puis ensuite, je vous le mettrai directement. Le temps de le télécharger et de le mettre sur YouTube. Voilà, je vous le mettrai ce soir. Comme ça, vous l'aurez directement. Et vous pourrez l'écouter demain si vous voulez dans la journée ou un peu plus tard ce soir. Et vous avez l'intro, le chapitre 1 et le début du chapitre 2 sur ma chaîne déjà. Et vous avez aussi le dernier livre qu'on a lu avant ça. Donc, on avait lu Influence et manipulation. Voilà, donc là, c'est un autre domaine, hein, mais qui était super intéressant. Bonsoir coach Aïcha, toi aussi t'as écrit un livre. Ah bah super. Hop, alors où est-ce qu'il est ton message? Je le retrouve plus. Ah voilà. Renaissance d'une reine. Ah bah super, ça a l'air super intéressant. Coach et auteur, programme pour avoir une nuit paisible, fondatrice club et association Renaissance. Super Aïcha. Hop. C'est possible d'avoir ce livre-là. Oui, alors le livre, vous pouvez le commander sur mon lien dans ma bio. Vous cliquez sur ma photo de profil, vous allez sur mon lien Linktree et vous pouvez le commander sur Amazon. Voilà. Enfin, moi, c'est un lien Amazon. Après, vous pouvez le retrouver dans plein de librairies, je pense. Coucou Kaori, comment tu vas? Ouais, alors j'ai terminé le live. Voilà, la lecture est finie. J'ai commencé plus tôt ce soir. Voilà, parce que je vais pas tarder à clôturer le live. Donc j'ai fini un peu plus tôt. Voilà, bienvenue à toutes les personnes, je vois, qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Combien il coûte? Il coûte... Alors là, il est à 9,90. Voilà. Il est assez gros, hein. Voilà, vous voyez, 9,90. Voilà, il est à moins de 10 €, quoi. Après, voilà. Je sais pas si c'est le même prix partout, mais en tout cas. Coucou Annick, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Ouais, voilà, tu pourras le voir sur YouTube. Donc, on a lu le chapitre 2. Hop. J'ai pas gardé mon petit marque-page, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, on a lu le chapitre 2. Je t'aime à la folie, pas du tout. Et je vais vous montrer donc le sommaire. Là, on est sur la première partie, les multiples visages des dépendances affectives. Donc, on a lu le chapitre 1. Donc, sur le chapitre 1, vous avez 2 vidéos. Donc, tout dépend de toi. Le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre. Tu es tout pour moi. L'angoisse de la perte. Le manque, je suis accro. Et le sentiment d'abandon, je me sens tout seul. Donc là, c'est vrai que ce qu'elle explique, ce que l'autrice explique, c'est que, en fait, sur le premier chapitre,
En fait, c'est des visages de dépendance affective qui sont flagrants, en fait. Voilà, on les reconnaît, c'est quand on analyse les manières de faire, même si soi-même on n'a peut-être pas le recul pour s'en rendre compte, au final, quand on analyse son comportement, on se rend compte en fait que on est vraiment sur vraiment des dépendances qui sont visibles. Et sur le chapitre 2, par exemple, l'idéalisation, la haine et même voilà, la fusion, en fait, on est surtout l'idéalisation et la haine, c'est des comportements qu'on a et qui, en fait, on se dit pas dans un premier temps, c'est dû à une dépendance affective. C'est dû à une peur de perdre l'autre. Voilà. Et alors qu'en réalité, si. Donc on a pu le voir là dans la lecture de ce soir et dans la lecture du dernier live. Et on a aussi évitement du rapprochement et angoisse de séparation. Donc on l'a vu avec le couple Gilda et Diane. Voilà. Donc ils sont ensemble, mais c'est insupportable de vivre ensemble. Ils s'engueulent tout le temps, ils sont jamais d'accord, ils sont en train de se nuire. Mais se séparer n'est pas concevable non plus. Voilà, et donc c'est aller comprendre pourquoi il y a ces modes de fonctionnement-là. Cette peur d'être dépendant affectif et en même temps cette peur d'être abandonné, quoi. Et donc là, dans le chapitre 3, donc soit demain, soit après-demain, on lira donc je ne dépends de personne, donc l'isolement et la coupure, besoin de personne, l'indifférence et ses feintes, rien ne me touche, Don Juan, je les aime toutes, et se protéger du lien de dépendance. Voilà. Et on lira la conclusion aussi. Mais je pense que voilà, le chapitre 3, on va le lire en 2 lives, parce qu'on est à une 50aine de pages. Voilà, et puis il y a la deuxième partie, héritage des dépendances affectives, la part des autres. Et la troisième, quand le jeu persiste et de l'obstination à la persévérance. Et là, c'est vraiment les solutions à apporter pour quitter cet état de dépendance affective. En Mauritanie, ici, on peut pas les gagner ici. Ah, non. Enfin, non, peut-être que tu pourras les trouver dans une librairie, mais après, non. Ils sont pas à gagner, en tout cas. L'art de ne pas être aimé. Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Il est bien alors, Kaori? L'art de ne pas être aimé, je l'ai pas encore lu, non. Don Juan, je les aime toutes. Oui, bah oui. Ouais. C'est vrai que celui-là, c'est souvent ce qu'on entend dans la société, sur les hommes, tout ça. Après, vous devez sûrement soit vous reconnaître dans ce qu'on a pu lire, soit reconnaître des personnes de votre entourage. Ça vous a peut-être fait penser à des couples autour de vous. Voilà. Donc après, ce qui est bien dans ces lectures, c'est que on prend conscience de nos propres fonctionnements, on prend conscience des fonctionnements des autres, et ça permet de mieux se comprendre pour ensuite essayer de trouver des solutions. Surtout quand, comme je vous disais, hein, surtout quand c'est en fait, c'est des schémas qui sont nocifs pour nous parce que on est dans une peur d'abandon de l'autre, on est dans une peur d'être dépendant à l'autre, de trop fusionner, et finalement, on va rester dans des relations pas par amour, pas parce qu'on aime la personne pour ce qu'elle est, mais par rapport à ce que la relation nous apporte, dans le sens où en fait, ça va répondre à un besoin dans notre cerveau. Ça va calmer notre cerveau parce que notre cerveau va avoir besoin d'être entouré d'un certain type de personnes, d'avoir un certain type de relation, d'être validé dans ses pensées, dans ses schémas.
Et donc, tout ça, en fait, c'est pour ça qu'on va recréer toujours ces schémas-là. C'est pour ça que des personnes peuvent toujours recréer ces schémas parce qu'en fait, on va toujours être en attente du fait de euh, mon corps a besoin de visualiser ce que je pense, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Donc ça, c'est des schémas qui sont ancrés depuis l'enfance sur des représentations de ce qu'est l'amour, ce que sont les relations, ce que la personne mérite, euh, les peurs qui sont nées en fait des relations parentales en général. Donc tout ça, en fait, c'est des schémas qui sont intégrés dans notre cerveau. Et lorsque ça n'y répond plus, ben, c'est la panique. Parce qu'on est dans des relations qui sont inconnues pour nous. Comment ça, une personne peut être... comment ça, une personne peut m'aimer sans me faire souffrir? Comment ça, une personne peut s'exprimer en criant un petit peu entre guillemets sans que ce soit perçu comme de la violence? Comment ça, euh, je peux vivre ma vie tout en étant en couple? Comment ça, je peux répondre à des activités personnelles, faire des choses qui me plaisent et qui ne sont pas dans une relation? Comment ça se fait que je peux être sereine, euh, en ayant ce mode de fonctionnement-là? Alors que moi, ce que j'ai toujours connu, c'est ben, des parents qui m'ont abandonné, des personnes des parents qui m'ont délaissé, qui m'ont mis de côté. C'est des relations de couple où bah, dès que je faisais un peu ma vie, bah, la personne est partie, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, alors que non en fait, là, la personne est partie pour ses raisons à elle, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de schémas qu'on se fait. Et finalement, c'est comment aller essayer de comprendre tout ce qui se passe, ces schémas qui se reproduisent, ces relations qu'on va chercher qui nous rassurent, entre guillemets, voilà, parce que bah, ça répond à ça répond à une certaine vision en fait de l'amour, et alors qu'en réalité, bah, c'est pas ça, puisqu'il n'y a rien de sain là-dedans. Et c'est essayer d'aller déconstruire, comprendre d'où ça vient, déconstruire et remettre des éléments, des choses qui ont du sens, se redonner de l'amour pour soi et les ressources nécessaires pour s'aligner avec soi-même et se dire que finalement j'ai le droit d'être aimé, je peux attirer à moi une personne qui me respecte, avec qui je peux discuter, même si la relation se termine parce que on ne se correspond pas, elle peut se faire en bonne entente, ou même j'ai le droit à avoir une relation qui dure dans le temps et avec une personne avec qui je peux avoir des projets. Cette personne ne m'abandonnera pas si je pose mes choix sur la table, si je dis qui je suis vraiment, si je n'ai pas peur d'être moi-même. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais tout ça, on le voit aussi dans le livre. Donc, voilà. On attire les évitants comme ça, exactement. C'est ça. On attire les évitants parce que nous-mêmes, on se dit que... parce que la personne qui attire les évitants se dit... ça peut être ça, hein. Par exemple, c'est... de toute façon, bah, tout le monde m'abandonne. Je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'exister, mes parents ne me voulaient même pas, ils passaient leur temps à se crier dessus, ils se sont séparés à cause de moi, donc bah, finalement c'est mieux que je sois avec une personne qui, euh, qui m'évite parce que bah, au moins je m'engage pas puisqu'après la personne va m'abandonner elle aussi. Ça peut être ça, ça peut être un des une des pensées hein, qui revient quand on est en relation avec des évitants. On ne se rend pas compte qu'on n'aime pas vraiment la personne, mais plus ce qu'elle nous fait ressentir, c'est ça. Exactement. Hop. Des anciennes connaissances, voilà, c'est ça. Alors, c'est ça, hein, après, ça peut être nous, ça peut être une ancienne relation. Après, on est humain, donc voilà, si on écrit des livres sur ça, c'est que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là.
Mais après, le tout, c'est de pouvoir le reconnaître et d'essayer d'aller vers une guérison intérieure. C'est ça, le respect avant tout. Ouais. Parce qu'après, si on ne comprend pas ce qui se passe, on va cultiver ce type de relation qui répond à un besoin inconscient de valider nos croyances, en fait. C'est l'idée vraiment de ça, hein, de valider nos croyances. Et du coup, on va rester enfermé dans ces schémas-là jusqu'à peut-être la fin de notre vie. Alors qu'en réalité, après, parfois, on rencontre des personnes qui nous font nous rendre compte que on a le droit à autre chose que ce qu'on pense. Voilà, entre guillemets. On a, voilà. Mais il faut le faire soi-même. Il faut pas attendre qu'une personne nous sauve, entre guillemets, quoi. Il faut pas, en fait, faut pas mettre la responsabilité sur l'autre. On a tous la responsabilité soi-même d'essayer de comprendre quels sont nos schémas. Et ça se fait petit à petit. Il faut le faire en bienveillance, avec amour de soi. Mais si une personne veut évoluer et créer vraiment des relations saines, il faut absolument se poser les bonnes questions, même si c'est compliqué, ça prend du temps, mais bon. C'est difficile à faire, c'est difficile, en plus fragilisé après une relation, on est complètement aliéné, déconnecté. Les livres peuvent aider. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. C'est que vraiment, quand on sort d'une relation, comme tu dis, Kaori, il y a des relations qui détruisent plus que d'autres parce qu'on a passé le cap un peu de la confiance aussi. On s'est dit, ah ben la personne nous a montré qu'elle était très bien sur tous les plans et d'un coup il se passe quelque chose. Alors que quand on est dans des relations où on voit directement que la personne est évitante, fuyante, qu'elle ment, etc., les faits sont là. Et ça cultive ces croyances que finalement personne n'est... Voilà, aucune personne, on ne peut faire confiance à personne. Mais quand finalement on est dans des relations où il y a la confiance qui se crée et que finalement, voilà, là ça vient raviver des blessures aussi, ça peut créer des traumatismes et là derrière, ça peut être encore plus difficile de se remettre en relation. Mais rien ne presse. L'objectif, c'est vraiment déjà d'être bien avec soi-même, de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qui nous a marqué, ce que cette relation, comment la relation nous a impacté, pour ensuite distinguer la réalité du faux et remettre du sens et, et, et remettre du sens dans l'estime de soi. Se dire que vraiment la relation en elle-même et les agissements dans la relation sont en partie dus à l'autre aussi. Et voilà. Donc il y a beaucoup de choses derrière à essayer d'aller comprendre, quoi. Hop. Donc voilà. Donc on en a fini pour ce soir. On va clôturer le live là-dessus. Merci Kaori, merci tout le monde pour vos commentaires. Donc je vous avais dit qu'on clôturerait à 22h. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont tapoté aussi sur le live. On a 12K, c'est super. J'espère que la lecture vous a plu en tout cas. Voilà, que ça vous a pas trop chamboulé, mais en même temps ça peut faire des grandes prises de conscience et ça aide dans le cheminement, donc ça peut être une très bonne chose aussi. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes, voilà, merci à tout le monde d'avoir participé au live. Merci beaucoup Rafara d'être toujours là, d'avoir patienté et d'avoir écouté tout le live. Voilà, d'avoir répondu aux commentaires. Merci tout le monde. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Donc comme je vous ai dit, ma chaîne YouTube, vous pouvez aller vous abonner pour suivre les replays. Vous avez le lien dans ma bio. Vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel dans mon lien en bio. Et pour toutes celles qui veulent être coachées, je propose des coachings aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Voilà, vous pouvez prendre
rendez-vous pour un appel découverte et je vous expliquerai les coachings et comment vous accompagner. Et vous m'expliquez vos besoins, vos problématiques et on voit ensemble comment vous accompagner là-dessus. Donc tout ça, c'est sur mon lien, donc vous pouvez aller voir. Voilà. En tout cas, le livre est vraiment trop intéressant, hyper intéressant. Et je suis contente de pouvoir le lire avec vous et de vous le faire découvrir. Voilà, donc c'est super chouette. Donc prochain live, je m'engage pas pour demain, je vais voir. Donc soit demain, soit après-demain. Je vous tiendrai au courant. De rien Adèle. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Je mets le live là de suite. Je vais le mettre sur ma chaîne. Donc si vous voulez aller l'écouter, j'espère qu'il sera dispo d'ici une petite demi-heure, le temps de tout télécharger. Et voilà, même peut-être avant, je vous mettrai en story. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain ou à mercredi. J'éteins le live. Bonne soirée.